propose de passer tout de suite la parole à Geneviève Plat, qui est oncopédiatre au CHU de Toulouse, et Anne Sirvent, oncopédiatre au CHU de Montpellier, toutes les deux très impliquées dans les programmes AJA et en lien avec le réseau. Et c'est elles qui vont, à partir de maintenant, assurer l'animation de la réunion. Donc Geneviève et Anne, je vous laisse la parole. Ok, bonjour à tous et bienvenue. Donc moi je vais juste commencer. Je suis Geneviève Wilson-Plat, donc oncopédiatre à Toulouse, et je suis accompagnée de Anne Sirvent qui est pas très loin à Montpellier, qui est aussi également oncopédiatre. Donc je partage mon écran tout de suite. Comme ça, on a une petite idée. Voilà, donc moi je fais juste une petite introduction sur l'adolescence, pas forcément en Occitanie, mais l'adolescence et le cancer. Donc si parmi vous il y a des... attendez, il faut que je passe, oui. Des gens qui partagent leur vie avec des adolescents, ils vont savoir un petit peu de quoi je parle. Période compliquée, période d'acquisition d'une identité personnelle, d'une autonomie affective, sociale et financière, et ça on le reprendra un petit peu plus tard. Un choix aussi à faire dans la vie sur son orientation scolaire qu'on demande, vous avez remarqué, de plus en plus tôt, sur une orientation aussi professionnelle, et puis un choix de vie tout court. Donc c'est une période qui est complexe, qui est une période aussi de transition, de maturation, en fait, tout un tas de maturation physique, psychologique, sexuelle et sociale aussi, de sa place au sein d'une société. Et c'est un concept, cette adolescence, qui est quand même assez flexible dans le temps, selon les individus, en fait. Chacun ne fait pas cette transition et cette acquisition à la même vitesse. Donc, il faut aussi savoir s'adapter à ça. Et puis, quand le cancer arrive, ben là, on a d'autres problématiques qui se rajoutent, en fait, sur l'estime de soi, sur la perte de contrôle, alors qu'on a donc dans une période où on a envie de tout contrôler, la vie, la mort, le risque et tout ça. Et en fait, ça, on a l'impression de perdre ce contrôle. Il y a aussi des modifications physiques qui vont aussi avec l'estime de soi, qui sont liées aux effets indésirables des traitements, qu'on soit sur des choses très chimio-induites ou même sur des chirurgies qui sont parfois mutilantes. Donc, on a des modifications physiques qui vont retentir d'une façon très importante. On a tout d'un coup, on continue à avoir, alors qu'on essaye de se séparer un peu de cet environnement familial, de devenir indépendant, et bien on redevient dépendant, souvent d'une façon assez accrue, avec parfois des espèces de signes de régression, mais ça on aura l'occasion d'en parler. Et puis une difficulté aussi de contact, bien qu'aujourd'hui on ait des moyens très importants de communication chez les ados, mais on a quand même des problèmes de contact avec son groupe de pairs, et on a des difficultés en plus qui se rajoutent sur le plan scolaire, sur la continuité de la scolarisation, qu'on soit dans le milieu scolaire, le milieu universitaire, et même dans le milieu professionnel, puisqu'on s'adresse évidemment à des jeunes qui sont âgés entre 15 et 25 ans. Puis je vous ai mis une petite slide pour le point de vue tout à fait médical, où là, je voulais simplement montrer qu'on a des patients, c'est une population aussi qu'on perd dans le cadre de l'inclusion dans des protocoles thérapeutiques. Vous voyez que ici, c'est le pourcentage entre 0 et 15 ans des patients qui sont inclus dans des protocoles. Et dès qu'on arrive dans le milieu AJA et après dans le milieu adulte, on voit qu'on a une grande majorité de ces patients qui ne sont pas inclus dans les protocoles. Donc, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait améliorer la prise en charge de ces patients et avoir une prise en charge surtout spécifique. Et donc, il y a des instructions qui ont été données au niveau de la DGOS et au niveau de l'INCa en 2016 qui nous ont demandé en fait de nous organiser en faveur de la prise en charge de ces adolescents et de ces jeunes adultes. On a 2 dates à retenir, nous, dans notre cursus. C'est 2012, c'est une expérimentation ciblée, un appel d'offres avec de l'argent qui a été distribué sur 8 centres pour mettre en place des dispositifs pour la prise en charge des AJA. Et 2016, un financement par l'ARS qui a été donné à tous les centres à hauteur de 65 000 € par an. Et quels sont les objectifs, en fait? C'est permettre l'inclusion de cette population dans des protocoles thérapeutiques, organiser la double contribution de cancérologie, c'est-à-dire participer à des RCP pédiatrique avec la présence d'un cancérologue adulte, et dans l'autre sens, participer à des RCP adultes avec la présence d'un cancérologue pédiatre. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi, dans les objectifs, assurer un accompagnement adapté à ces jeunes, avec l'accès aux soins de support et une coordination spécifique du parcours de soins. Les soins de support, le panier qui nous paraît essentiel, on appelle ça un panier de soins de support, mais qui nous paraît essentiel dans ce type de population, c'est l'accompagnement psychosocial. Donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va discuter autour de cet accompagnement. L'accompagnement scolaire, l'activité physique adaptée,
évidemment la préservation de la fertilité et la prise en charge des troubles de la sexualité, et la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs. Voilà, donc ça, c'est les soins de support. Et aujourd'hui, on va parler tout particulièrement de l'accompagnement psychologique et de l'accompagnement social de ces patients. Et donc maintenant, je vais laisser la main en fait à Barbara, qui est infirmière de coordination du réseau LR. Et ensuite, on passera la parole à Charlotte, qui, de l'autre côté à Toulouse, en côté ex-Midi-Pyrénées, s'occupe aussi de la coordination. Donc, j'arrête le partage. Et Barbara, je te laisse. Est-ce que j'ai arrêté le partage là? C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Je vais prendre la main. Super. Barbara, je te laisse prendre la main. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, je suis Barbara Renaud, je suis puéricultrice sur l'équipe mobile de coordination adolescents jeunes adultes atteints d'un cancer en Occitanie-Est. Et j'ai quelques minutes pour vous présenter notre équipe et son fonctionnement. Donc, notre équipe est composée d'une infirmière puéricultrice à 100%, d'une assistante sociale à 90%, d'un psychologue à 30% et d'un cadre de santé à 10%, oui. Nos médecins référents font partie des équipes onco-hémato, pédiatriques et adultes du CHU de Montpellier et aussi de la radiothérapie de l'Institut du cancer montpelliérain. En 2020, nous avons recensé et pris en charge 94 AJA. Sur la carte, vous voyez les villes et les établissements de leur lieu de soins. Et vous voyez aussi que le 3/4 de ces AJA sont pris en charge sur la ville de Montpellier. Initialement, 4 types de cancers étaient concernés: les hémopathies, les tumeurs du système nerveux central, les sarcomes et les tumeurs germinales. Et aujourd'hui, nous prenons en charge également les mélanomes malins et les cancers de la thyroïde. Pour prendre en charge ces AJA, nous devons les identifier et cela est possible grâce au dossier communicant en cancérologie qui nous permet de repérer les AJA par leur date de naissance. En parallèle, les équipes référentes nous informent de l'arrivée de nouveaux jeunes dans leur service. Leurs dossiers sont discutés en RCP. Nous n'avons pas de RCP dédié à AJA sur l'Occitanie-Est, mais quand un dossier est présenté en RCP recours adulte, on a un pédiatre qui se déplace à La Réunion pour discuter de la prise en charge thérapeutique. 4 consultations sont programmées en systématique tout au long du traitement et à 6 mois de la fin du traitement. La première est toujours en présentiel et les suivantes peuvent se faire par téléphone. Et bien entendu, nous recevons des appels entre ces différentes consultations. Au moment de ces consultations, nous allons aborder plusieurs sujets: la maladie, le traitement, les effets secondaires. Nous allons parler de la préservation de la fertilité et des relations amoureuses. Une évaluation sociale est systématiquement réalisée et Céline va vous en parler en deuxième partie. Nous allons faire un point sur les études et le travail et proposer des aménagements. Nous nous assurons qu'un accompagnement psychologique a été proposé et Laurent Lemaître, le psychologue de l'équipe, nous aide sur des situations les plus complexes. Nous allons également parler d'autres soins de support comme la nutrition, la socio-esthétique, l'activité physique adaptée. Et tout au long de ces consultations, et pour chaque sujet abordé, nous allons orienter le jeune vers les professionnels de la structure et vers les associations. Les autres missions de la coordination sont la formation et la sensibilisation des professionnels aux besoins particuliers des AJA. Et nous organisons chaque année une formation régionale AJA et la prochaine sera le 25 novembre. Le développement des outils de santé connectés au profit des jeunes. Nous allons participer au développement
national de l'application TNT qui a pour but d'améliorer la qualité de vie, de rompre l'isolement et de favoriser l'information. Un répertoire AJA régional est régulièrement alimenté et nous avons aussi des liens avec différentes associations. Un questionnaire de satisfaction vient d'être envoyé à nos agents en fin de traitement et nous espérons avoir des réponses sur la satisfaction de notre équipe à peu près au mois de décembre. Merci. Alors, je vais essayer de me déconnecter. Voilà. Merci Barbara. Charlotte, maintenant, qui va nous exposer l'organisation en Occitanie Ouest. Et on fera un temps de questions-réponses peut-être plutôt à la fin de toutes nos interventions en fait. Donc je note toutes les questions et on essaiera d'y répondre à la fin. Charlotte, à toi. Bonjour, merci Geneviève de me donner la parole. Donc, je suis Charlotte Nicolas, je suis chef de projet sur les AJA au sein du réseau régional de cancérologie Onco-Occitanie. Et donc, je vais vous présenter le mode de fonctionnement de l'équipe AJA-MIP qui est au niveau de l'Occitanie Ouest, puisque comme vous allez le voir, on a des modes de fonctionnement qui sont un peu différents, des modalités d'intervention différentes, des compositions d'équipes également différentes. Mais des objectifs au final qui sont communs avec l'autre équipe au niveau AJA-LR. Donc en termes de composition au niveau de l'équipe opérationnelle AJA-MIP, on a une infirmière coordinatrice à 80% actuellement et on est en train de recruter une deuxième infirmière qui viendrait compléter l'équipe opérationnelle sur un temps à 60%. On a également mis en place un bureau avec 3 médecins pour un rôle plutôt en soutien à l'équipe opérationnelle à AJA-MIP pour les différents projets qui sont mis en place pour les jeunes ou pour les professionnels. Le réseau régional, on est aussi là en soutien sur la gestion des projets et un comité de pilotage qui a un rôle de validation de ces différents projets. En termes de modalités d'intervention, contrairement à l'équipe AJA-LR qui est un peu plus mobile sur la région, on a une équipe qui intervient sur Toulouse au niveau de l'IUCT et de l'hôpital des enfants. On est en train de restructurer un petit peu le mode de fonctionnement aussi. On va plutôt se focaliser dans un avenir proche sur la formation des équipes soignantes et plutôt sur le suivi des patients en fin de traitement. Globalement, quelles sont les missions auprès des jeunes ? Donc, comme ce que vous a présenté Barbara, on a un entretien d'évaluation qui est fait actuellement en début de prise en charge auprès des jeunes ou s'il y a une modification de la prise en charge thérapeutique. Donc, cet entretien, il a pour but vraiment d'anticiper dès le début de la prise en charge les différentes difficultés qu'on peut retrouver chez le jeune, que ce soit pour des projets professionnels, des projets personnels et d'essayer d'identifier les besoins en soins de support, hein, comme vous l'aviez dit Barbara, besoins sociaux, nutritionnels, psychologiques, etc. Donc c'est mettre en avant et pointer du doigt les différents besoins en termes de soins de support pour ces jeunes et d'aider à trouver les bons interlocuteurs, y compris à l'extérieur de l'établissement, pour faire en sorte que la prise en charge soit la plus optimale possible. On a également des entretiens en fin de traitement, puis à 6 mois fin de traitement, et ensuite une fois par an jusqu'aux 25 ans du jeune pour réellement accompagner l'AJA dans la reprise du cours de sa vie. Donc ça, c'est un élément essentiel dans cette prise en charge. Et quelle mission auprès des professionnels ? Il y a une mission de sensibilisation à la spécificité des AJA. Il y a assurer un lien entre les différents partenaires impliqués, que ce soit vis-à-vis du monde pédiatrique et du monde adulte, et entre les intervenants qui sont à l'intérieur de l'établissement, intervenants à l'extérieur de l'établissement.
et créer et mettre à disposition différents outils pour la pratique professionnelle, notamment la création d'une grille d'entretien qui pourrait être utilisée par les équipes médicales pour justement identifier ces besoins, les besoins de l'AJA en début de prise en charge. Et donc, comme je vous l'ai dit un petit peu avant, on va vraiment se focaliser sur la formation auprès des équipes de la région dans un futur proche. Et pour conclure très brièvement, ce qui, je pense, peut englober les deux équipes et même les différents dispositifs AJA qu'on peut retrouver en France, c'est l'objectif est vraiment de prévenir et réduire les différentes séquelles qu'on peut retrouver chez cette population, améliorer leur qualité de vie, faciliter l'accès à l'offre de soins de support, aussi bien en établissement qu'en ville, fluidifier le parcours grâce aux différentes collaborations entre les professionnels, et accompagner la reconstruction d'un projet de vie, notamment après la fin des traitements. Voilà, je vous remercie. Voilà, alors moi je suis Anne Sirvange, donc comme je vous ai dit, comme on vous l'a déjà dit, je travaille je suis pédiatre, oncopédiatre à Montpellier et je suis particulièrement investie pour les AJA. Et donc là, je vais laisser la parole à Céline Richet, qui est donc assistante sociale à l'équipe mobile AJA et qui va vous parler un petit peu de l'accompagnement social de ces AJA. Bon, je vais partager mon écran. Bon. Donc, bonjour, Céline Richet, je suis assistante sociale sur le CHU de Montpellier et rattachée donc à 90% à la coordination AJA Occitanie-Est depuis maintenant 2 ans et demi. Donc, je vais très brièvement vous présenter quand même les missions du service social. Donc, il y a un décret de 2018 qui porte le statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs. Et nos missions se déclinent essentiellement dans la participation à l'élaboration du projet de soins, la prévention des risques sociaux liés à la maladie et ou à l'handicap, la prévention et la protection des mineurs et des adultes vulnérables. Nous contribuons également à l'organisation de la sortie de l'hôpital et nous sommes essentiellement en interface entre l'intra- et l'extra-hospitalier avec un rôle de médiation et de coordination. Donc là, je pense que je vais passer, puisque ça a déjà été évoqué par le docteur Plat tout à l'heure, c'était une définition des soins de support. Ce qui était intéressant peut-être, c'est de rappeler qu'il y avait un panier référentiel et on va dire l'intervention des assistants sociaux est intégrée dans les 4 principaux soins oncologiques de support. Donc avec la prise en charge diététique, la prise en charge de la douleur et la prise en charge psychologique. Pour maintenant un petit peu définir en quelques mots ce qu'est l'accompagnement social en cancérologie, comment il se décline. Donc, il permet de prévenir les conséquences inhérentes à la maladie, notamment la perte de ressources et donc les problèmes financiers, l'isolement social, mais aussi de prendre en compte la maladie dans le parcours scolaire ou professionnel, la perte d'autonomie dans le quotidien, donc en proposant de mettre en place un accompagnement personnalisé qui va être revu en fonction de l'avancée effectivement du parcours de soins de santé de l'AJA. Donc le cancer est une épreuve douloureuse à tout âge, mais effectivement, ce qui est ressenti effectivement à l'adolescence et pour le jeune adulte, c'est que c'est déjà, ça a été dit tout à l'heure, une période de transition, une période un petit peu compliquée où on se cherche. Donc, on peut parler de la crise d'adolescence pour les plus jeunes. Et puis, pour les AJA qui sont un petit peu plus âgés, ce qui est souvent mis en avant, c'est la difficulté de perdre une autonomie qui vient tout juste d'être acquise. Ça, c'est vraiment parfois très compliqué dans les relations avec les parents. Donc, pour moi, l'accompagnement social des AJA se doit de prendre en compte cet entre-deux un peu particulier, la maladie et les traitements entraînant notamment une rupture dans les projets scolaires et ou professionnels, puisque donc on a des AJA qui sont déjà en activité. Donc, j'ai essayé de lister un petit peu ce qui pour moi effectivement était spécifique à cet accompagnement. Donc, j'ai noté
déjà la diversité des profils, puisqu'on a effectivement des patients qui sont mineurs, qui sont majeurs, qui ont un statut étudiant, qui sont en recherche d'emploi, qui sont actifs et qui vont être soit encore à la charge de leurs parents ou autonomes financièrement. D'ailleurs, certains AJA sont eux-mêmes déjà parents. Alors, la demande, c'est vrai que c'est spécifique un petit peu aux AJA. Globalement, ils sont quand même moins en demande que les patients plus âgés. Et c'est vrai qu'il faut veiller à accompagner l'émergence de cette demande ou de ces demandes. J'ai relevé aussi la temporalité des AJA, qui est quand même bien particulière, hein, qui est bien éloignée, en tout cas, parfois des adultes et de celle des professionnels qui les accompagnent, avec beaucoup de rendez-vous manqués, beaucoup de justificatifs qu'on a de grandes difficultés à récupérer. Et il faut s'adapter. En fait, c'est du coût humain. Donc, c'est pour ça que la porte de notre bureau est toujours ouverte, qu'on a un téléphone portable, une adresse mail. Il faut être joignable et faire preuve de souplesse. J'ai noté aussi la place des parents. Effectivement, il faut la prendre en compte, tout en restant centré sur l'accompagnement du jeune, hein, puisque ce sont nos missions. Mais on verra tout à l'heure qu'en fonction effectivement de l'âge de l'AJA, la prise en charge diffère. Elle est un petit peu plus tournée effectivement vers les parents, et puis petit à petit, un petit peu plus vers l'AJA. J'ai noté aussi la particularité de nos interventions, puisqu'on intervient sur des lieux de soins multiples, et c'est vrai que nous intervenons à la fois donc, en pédiatrie et aussi sur des services d'adultes. Et on le verra un petit peu plus tard, ça peut avoir des impacts effectivement au niveau de la prise en charge. Et puis des droits différents, donc en fonction de l'âge. J'ai juste noté un exemple au niveau de la maison départementale des personnes handicapées, avec par exemple une majorité qui est acquise à 20 ans, avec un droit potentiel à l'allocation adulte handicapé et non pas à 18. Donc, je pense que ce qui est important, effectivement, c'est que c'est un accompagnement qui est adapté en fonction de l'âge de l'AJA, parce que c'est vrai que bon, 15-25, c'est quand même c'est large. Donc, j'ai noté un petit peu, on va dire, 3 types d'accompagnement. L'accompagnement d'un adolescent, où effectivement, je vais être plus en lien avec les parents et répondre à leurs demandes en termes d'organisation familiale pendant les soins, avec la place de la fratrie, la mise en place de dispositifs nécessaires comme l'allocation journalière de présence parentale pour qu'un des deux parents ou les deux en alternance puissent rester auprès de l'enfant pendant ses soins. Après, la prise en charge d'un ado qui devient un jeune adulte, où là, effectivement, on observe un changement progressif d'interlocuteur avec l'émergence de demandes qui vont être propres à l'AJA, indépendamment des besoins sociaux, parentaux ou familiaux. Et enfin, le suivi du jeune adulte, où là, il y a un lien direct établi avec l'assistance sociale et plus ou moins le conjoint. C'est vrai que les parents là, sont vraiment mis à distance avec des démarches qui vont se centrer autour de la situation professionnelle ou étudiante et la gestion de la répercussion de la maladie sur la vie personnelle. J'ai juste pris un petit exemple pour illustrer le fait qu'effectivement, intervenir dans des services pédiatriques et adultes, ça peut avoir un impact. Je prends toujours l'exemple en pédiatrie des jeunes qui sont en alternance, qui sont en cours, on va dire, d'emploi, qui ont un statut de salarié et qui ont besoin d'un arrêt de travail. Alors, c'est vrai que souvent, là, les médecins, ce n'est pas du tout dans leur pratique, dans les services pédiatriques, de remplir des arrêts de travail, souvent interpellés par rapport à ça. Et si on prend le contre-pied d'un jeune lycéen qui a 19 ans et qui est suivi dans un service d'adulte, qui n'a pas de souci social particulier, ben, la question de l'aménagement de son cursus scolaire ne sera pas forcément évoquée par l'équipe. Voilà, donc je trouve que l'intérêt de notre intervention, elle est là. Ça permet d'accompagner tous ces jeunes indépendamment de leur lieu de soins et de leur âge et d'harmoniser les pratiques et l'offre de soins de support spécifique qui peut être proposée aux AJA. Là, j'ai juste mis quelques chiffres, mais c'est vraiment pour faire comprendre effectivement qu'il y a une diversité des profils importante. Donc bénéficiaires du RSA, de l'AAH, des jeunes qui sont en congé maladie, en alternance, demandeurs d'emploi, étudiants. Voilà, donc on a quand même 41% d'étudiants là sur les 8 mois, là, les 8 premiers mois de l'année sur nos suivis, 34 qui sont actifs et puis 25 qui sont bénéficiaires de minima sociaux ou en arrêt de travail. Et je précise juste, parce que ça peut paraître un petit peu important comme chiffre au niveau des minima sociaux ou des arrêts de travail,
Ça, c'est ce qu'on a, voilà, c'est ce qu'on note aujourd'hui, mais les prises en charge ont pu commencer l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est vrai que généralement, quand on rencontre un jeune au début de sa maladie, il n'est pas bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, il n'est pas encore en arrêt de travail. C'est des démarches qui vont se mettre en place. Donc, multiplicité, diversité des profils, énormément de partenariats. Là, j'ai mis quelques petits exemples, mais vraiment, on a un partenariat très, très large et en plus sur un territoire très vaste. Donc, il y a encore du travail à faire, mais on arrive effectivement à avancer, notamment avec les maisons départementales des personnes handicapées, à faire en sorte que les dossiers soient traités dans des délais raisonnables. Voilà, donc pour conclure, je dirais que comme on vient de le voir, être AJA, eh bien, c'est parfois être lycéen, étudiant, en recherche d'emploi, en activité, vivre seul, en colocation avec ses parents. C'est une période de construction, de découverte, où on grandit et on gagne en autonomie. Donc c'est une période de toute façon très délicate et indépendamment de la maladie. Il convient, au vu de cette spécificité, à mon sens, de proposer systématiquement un suivi social aux adolescents et jeunes adultes touchés par un cancer, ce afin d'accompagner au mieux leur parcours de santé, leur projet de vie et de limiter les conséquences sociales inhérentes à leur maladie. Donc pour moi, tout l'enjeu de l'accompagnement social réside dans cette prise en compte de 2 temporalités, celle de la maladie et celle de l'adolescent jeune adulte, adulte en devenir. Je vous remercie pour votre attention. Merci Céline. Je pense qu'on va passer directement à la présentation de Laurent et on se garde la fin de la réunion pour répondre à l'ensemble des questions. Donc Laurent Lemaître, qui est psychologue, qui a été pendant de longues années psychologue dans le service d'oncohématologie pédiatrique au CHU de Montpellier, qui a pris sa retraite, mais qui reste très actif pour les AJA et qui, comme vous avez pu le voir, occupe un poste à 30% sur la coordination AJA à Montpellier et pour la région Occitanie-Est. Laurent, c'est à toi. Bonjour et merci Anne de cette présentation. Je voudrais commencer par vous dire que... Excusez-moi, ça résonne, je ne sais pas. Je suis tout seul dans mon bureau. Je voudrais commencer par vous dire que tous les psys qui travaillent avec des AJA, quand ils rentrent dans la chambre d'un AJA hospitalisé pour un cancer pour se présenter et expliquer ce que peut être l'accompagnement psychologique, se voient souvent répondre par ces jeunes qu'ils n'ont pas besoin de cet accompagnement psychologique, qu'ils vont très bien et qu'on peut repasser un peu plus tard. Ces jeunes ont raison de nous renvoyer ça et je m'empresse de leur dire à ce moment-là que s'ils n'avaient pas cette maladie-là, je ne les aurais pas rencontrés puisqu'ils avaient leur équilibre psychologique et effectivement pas besoin de soutien particulier. Mais nous savons bien que ce refus, dans un premier temps des jeunes, même si souvent il s'associe avec des phrases du style « vous feriez bien de voir mes parents, ils sont particulièrement inquiets » ou peut-être « ma petite amie aurait besoin aussi de parler », etc., ce qui est déjà une forme d'ouverture. Ces jeunes, en réalité, on sait combien ils vont être terriblement impactés par la maladie, pour une raison simple que Geneviève Wilson-Pla a abordée, c'est que l'adolescence est déjà une période très particulière. C'est une période particulière avec toutes les transformations physiques et psychiques, avec toutes les transformations en termes de recherche d'autonomie, avec tout ce besoin pour les plus grands de constituer un projet personnel et d'avancer dans ce projet personnel. Et c'est justement toutes ces choses-là qui vont être bouleversées par la survenue de la maladie. Beaucoup moins d'autonomie, beaucoup moins d'indépendance, beaucoup moins de relations avec les pairs, beaucoup moins de possibilités de continuer ce projet personnel. Et moi, je suis toujours frappé que ces jeunes qui, au départ, ne souhaitent pas cet accompagnement psychologique, ils reviennent nous voir 6 mois,
1 an, 5 ans après la maladie, et souvent avec des souffrances psychologiques qui me laissent à penser que si on avait été un peu plus accompagnant au moment de la maladie, on pourrait leur éviter un post-maladie qui est compliqué. Alors, on a beaucoup travaillé là-dessus sur le plan théorique, hein, et je vous cite juste 2 collègues dont vous pourrez aller chercher les articles qui ont beaucoup bossé là-dessus. C'est Gabriel Marioni, qui est psychologue à l'IGR, et puis Élise Ricada, qui est psychologue et qui enseigne à l'Université Diderot à Paris. Elles ont fait beaucoup d'articles qu'on trouve très facilement sur Internet. Et elles nous expliquent très bien que l'adolescence et la période des jeunes adultes nécessitent un vrai travail d'adolescence. C'est-à-dire que psychiquement, ça demande un travail psychique qui est très important pour justement accepter ce nouveau corps avec toutes ces transformations qu'on aime et qu'on n'aime pas à certains moments, faire ce chemin qui nous sépare de nos identifications parentales premières pour pouvoir se faire sa propre personnalité, aller vers son autonomie. Tout ce travail-là est considérable à cette période de la vie. Et on sait également que dès que la maladie survient, ce qui se passe, c'est qu'il y a un travail nécessaire aussi autour de la maladie à faire sur le plan psychique pour pouvoir surmonter celle-ci, c'est-à-dire la comprendre, accepter certaines choses, intégrer, métaboliser et se rendre compte surtout que la vie d'après ne sera plus tout à fait comme la vie d'avant. Au départ, les AJA, ce qui est très difficile pour eux, c'est qu'ils ont besoin d'imaginer qu'ils retrouveront après ce qu'ils ont laissé avant. Et plus ils avancent dans la maladie et surtout dans le cortège des traitements thérapeutiques et des séquelles parfois, malheureusement, ils se rendent compte que la vie d'après ne sera pas tout à fait celle d'avant. Et c'est ce moment-là qui est un moment qui entraîne chez eux très souvent une grande fragilité. Alors au départ, on a une première phase souvent avec ces AJA qui est non mais tout va très bien, je vous en prie, c'est bon, merci. Et puis quand ils commencent à être, je dirais, beaucoup plus perméables à ce qu'ils sont en train de vivre du fait de la maladie et des traitements, on voit des mouvements un peu plus dépressifs qui apparaissent sous différentes formes. Et ces mouvements dépressifs, c'est plus difficile de les repérer et de savoir quand on va pouvoir intervenir. Si je dis ça, c'est parce que je pense que si c'est difficile de rentrer avec les AJA dans un accompagnement psychologique au début d'une prise en soin, c'est très important d'être présent dans le fil conducteur auprès de l'entourage, auprès des soignants, auprès des différents intervenants qui les côtoient pour sentir ce moment de bascule où ils vont mettre de côté ce travail d'adolescent pour accepter de se confronter à la maladie. Et c'est là où souvent ils vont avoir besoin de nous. Parce que s'ils ne le font pas à ce moment-là, eh bien, on voit bien que dans l'après-coup, quand ils vont être confrontés à tous les changements que ça a provoqué en eux, sur le plan psychique et sur le plan physique, c'est ce moment-là qui sera un moment à risque. Donc, travailler pour sentir ce moment et pour revenir. Entrouvrir régulièrement la porte pour pouvoir leur permettre à un moment donné de dire « Ah ben oui, rentrez, justement, je suis encore hospitalisé. » Et là, les choses commencent à pouvoir se parler. Alors, au niveau de la coordination, le travail du psy n'est absolument pas un travail de suivi de ces jeunes. Le travail du psy, la coordination, il est de rencontrer les jeunes qui ne sont pas suivis dans les structures de soins où ils sont et de pouvoir évaluer avec eux si ils ont des besoins spécifiques en termes d'accompagnement psychologique. Et une fois ces besoins évalués, de les orienter vers différents professionnels qui vont pouvoir les accueillir si cela est nécessaire. Donc, mon travail de psychologue à la coordination, c'est vraiment de voir certains jeunes ponctuellement, 1, 2, 3 rendez-vous, et ensuite de voir s'il y a besoin de continuer et d'orienter, ou au contraire, si on peut arrêter là, et s'il nous semble qu'ils ont retrouvé un équilibre suffisant pour pouvoir continuer leur chemin. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup. Merci Laurent pour cette intervention. Je pense qu'avec Geneviève, on va voir si, je ne sais pas si Geneviève a vu des questions. Moi, je n'ai pas vu de questions, mais vous êtes tous invités à nous poser des questions. Tous ensemble. Moi, je voulais remercier bien évidemment tous les intervenants et je peux commencer par une petite question si vous voulez. Une question pour Laurent.
Vous m'entendez ou pas? Oui. Je vous entends, je vous entends. Il y a un mot qui revient pas mal dans votre intervention, c'est confrontation, en fait. Et je voulais savoir comment on pouvait amener ces jeunes à se confronter à cette réalité, comme vous dites. Quels sont nos outils pour que ce soit pas quelque chose qui soit trop violent, en fait, trop comme le soin, hein, souvent, et on puisse les amener à se confronter à cette réalité. Quels sont les outils que vous avez ou comment vous vous adaptez à ces jeunes? Alors, la première chose que j'ai en tête pour répondre à votre question, c'est d'accepter qu'ils ne soient pas dans la même temporalité que nous. Parce qu'ils arrivent avec leur temporalité d'adolescent, le chemin qu'ils sont en train de faire. Et si trop rapidement, parce que l'annonce de la maladie vient effectivement faire une césure, hein, une coupure, pas toujours un traumatisme, mais en tout cas une césure dans leur parcours de vie, si trop rapidement on leur demande de pouvoir réfléchir, intégrer, comprendre, accepter, etc., on risque de provoquer un mouvement de repli et d'avoir plus de mal à rentrer en alliance avec eux. Et donc, ce que j'aurais envie de dire, c'est, premier temps, c'est reconnaître effectivement qu'à l'âge qu'ils ont, avoir à vivre ce qu'ils sont en train de vivre est quelque chose qu'on comprend nous très bien, qui doit être insupportable pour eux. Qu'il y a des tas de choses qu'ils avaient besoin de faire qu'ils ne peuvent pas faire et qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble à la manière dont éventuellement on peut assouplir certains de nos modes de fonctionnement pour que les jeunes aient le sentiment que quelque chose peut se continuer justement de leur cheminement d'adolescents et de jeunes adultes. Je sais que dans les grands centres qui ont des accueils spécifiques pour les AJA, les règles, je dirais, de vie, les règles diététiques, les règles de visite sont beaucoup plus souples que ce qu'on peut avoir dans nos services pédiatriques, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'ils en ont besoin. Donc, reconnaître et nous adapter à ça. Et puis, la troisième chose, c'est que moi, c'est ce que j'ai dit quand je dis à ces jeunes, vous savez, si vous n'aviez pas rencontré cette maladie, vous n'aviez absolument pas besoin de voir un psy. Hein. C'est-à-dire que bien déprendre le fait que l'accompagnement psychologique peut avoir à voir avec la globalité de leur personnalité, mais à voir avec ce qu'ils sont en train de vivre dans le moment présent et qui ne dépend pas d'eux, qui dépend de la maladie qui est venue les impacter. Voilà. Et quand on tisse ce fil-là régulièrement, eh ben, on se rend compte qu'il y a des petites ouvertures qui se font. Merci. Anne, tu as une question ou peut-être pas une question, mais au moins un commentaire pour simplement dire que finalement, il y a un mot qui est revenu tout au long de ces présentations, que ce soit par Céline, que ce soit par Laurent, c'est un mot s'adapter. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît extrêmement important. Les équipes doivent s'adapter aux adolescents et aux jeunes adultes, que ce soit pour toutes les formalités, que ce soit pour les rendez-vous, que ce soit pour les règles de vie pendant l'hospitalisation, que ce soit... il faut effectivement que nous nous adaptions à eux et ce n'est pas à eux à s'adapter à nos règles. Je pense que si on veut garder l'adhésion de ces jeunes à leur traitement, c'est extrêmement important. Il faut éviter toute rigidité, me semble-t-il. Je ne sais pas ce que tu en penses, Geneviève. Alors, je partage absolument cet avis sur l'adaptation qu'on doit donner à ces jeunes dans un monde hospitalier qui est extrêmement rigide, en fait, hein, comme disait très bien Laurent sur les visites, les choses comme ça. Et j'ai le souvenir, comme ça, dans une unité de greffe, d'une ado qui avait une nuit utilisé son drap, puisqu'elle ne pouvait pas sortir. Et elle avait affiché le drap pour tous les soignants en disant, ça avait un petit côté vulgaire, donc je ne vais pas vous le faire, mais foutez-moi la paix, laissez-moi dormir. Ouais, donc quand les soignants étaient arrivés le matin, elle avait trouvé ce drap en disant, bon voilà, c'est ça s'adapter en fait. C'est elle qui demandait en fait qu'on s'adapte à nous. Donc je trouve qu'il y a un bon exemple de ce qu'ils ont besoin qu'on soit pour eux. Voilà, donc c'est vrai que c'est un mot hyper important. Et je rejoins aussi ce que disait Laurent sur l'après-cancer, en fait. Moi, je suis toujours très étonnée
de ces jeunes qui ont parcouru leur maladie, le sourire aux lèvres ou avec un bon environnement, avec un étayage suffisant et qui arrivent à la consultation 1 an, 2 ans, 3 ans après, qui s'assied et qui s'effondre en fait. Et qui, alors moi j'explique toujours que c'est l'histoire du sac à dos qui est trop rempli, de temps en temps il faut le vider pour avancer. Et je ne sais pas comment il faut qu'on arrive aujourd'hui à faire en sorte que avec ce parcours, comme dit très bien Laurent, dès le départ, il faut avoir conscience que l'après, ça peut être aussi compliqué. Et puis, c'était très joliment dit de dire qu'en fait, la vie d'avant, la vie d'après, ça ne sera pas la vie d'avant. Voilà, il faut qu'ils aient cette conscience-là. Et nous, il faut qu'on arrive à leur amener ça en douceur aussi, parce que ça peut créer une espèce de rupture sur l'adhésion en lui disant, ben voilà, tu arrives dans mon service et tu vas voir que ben, ta vie, maintenant, ça va plus être pareil, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un travail vraiment dès le départ à faire. Ouais. Laurent, je te laisse la parole. Ce que tu viens de dire est extrêmement important et il me revient en mémoire un jeune qu'on avait accueilli dans le service. Il avait 16 ans, c'était un rugbyman. Il allait être embauché par un club professionnel dans un centre de formation. Il destinait toute sa carrière à ça. Il a fait une leucémie, il a eu des traitements, beaucoup de cortisone qui lui ont bousillé l'épaule, qui lui ont donné du diabète. Et moi, j'étais très frappé parce que vraiment les premiers mois de sa maladie, il me disait, mais je continuerai de toute façon le rugby. Et puis, il a fallu trouver le bon moment pour lui permettre de dire, mais de toute façon, le rugby, je ne pourrai plus le faire comme avant, même si je le pratique, ça ne sera pas comme j'avais imaginé le faire. Et si vous me l'aviez dit trop tôt, ça aurait été insupportable pour moi et j'aurais craqué. Si vous me le disiez trop tard, je m'en serais rendu compte après et ça aurait été un moment dépressif pour moi. Et on a fait un petit film ensemble. Je peux éventuellement lui demander s'il serait d'accord qu'on le mette en lien pour tous les professionnels qui... C'est une très belle idée. C'est ça, c'est trouver le juste moment pour leur faire prendre conscience de ça, en fait. Quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que ces adolescents, jeunes adultes, c'est encore plus vrai pour les adolescents que pour les jeunes adultes, on est confronté à la difficulté d'avoir ce sujet qui souffre et qui est malade, mais d'avoir aussi les deux parents à un moment donné où justement ils ont un besoin d'autonomie. Et comment nous, on arrive à se positionner dans cette triade-là, hein. Je me rappelle un jeune de 20 ans en soins palliatifs, quand j'allais le voir chez lui au domicile, la mère m'interdisait de parler de la mort avec lui. Lui ne faisait que de me parler de sa mort. Et quand je sortais de la chambre et que je lui disais, mais qu'est-ce que je vais dire à ta mère? Il me disait, vous pouvez lui raconter tout ce que vous voulez, sauf qu'on a parlé de ma mort, quoi, hein. Et comment on se débrouille là-dedans? Parce que c'est quand même pas simple pour les équipes, hein, pour tout le monde dans les équipes. C'est le trio infernal. Des questions pour Céline? Moi, je me posais la question de... Vous avez justement dit que les adolescents et les jeunes adultes étaient moins en demande par rapport à une prise en charge sociale. Je me posais la question de la place en fait de l'environnement familial dans ce fait qu'il y ait moins de demandes. Est-ce que c'est compensé par un environnement familial, une présence de parents plus accrue, un conjoint plus accru? Enfin, c'est plutôt les jeunes adolescents en fait. Est-ce que c'est ça la réponse ou est-ce qu'il y en a d'autres? Là, c'est vrai que... On m'entend? On m'entend ou pas? Oui. En tout cas, c'est vrai que moi, ce que j'ai pu observer, c'est que plus ils avançaient dans l'âge et moins il y avait effectivement, on va dire, ce suivi multiple, je dirais, familial. Voilà, alors après, je pense effectivement, j'ai l'exemple d'un jeune homme là qu'on a suivi, qui va bien aujourd'hui, qui a 20 ans, et toutes les démarches, parce que la spécificité, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement, sur la coordination, comme disait Laurent, on est dans l'évaluation et on oriente. Mais pour les jeunes pris en charge en pédiatrie, donc en onco-hématopédiatrique sur Montpellier, je suis quand même l'assistante sociale référente. Parce que c'était vraiment compliqué voilà, d'aller mettre 2 assistantes sociales qui sont sur un même lieu. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai quand même, sur les jeunes qui sont suivis ici, je les suis vraiment au niveau social, je dirais. Je les prends vraiment en charge.
du début à la fin, même après les traitements. Et ce jeune homme donc, de 20 ans, effectivement, tout au long de la maladie, toutes les démarches qu'on a dû mettre en place, le dossier MDPH, on avait fait une demande d'AJPP pour sa maman, etc. Oui, les parents étaient très présents. Et là, maintenant qu'il va mieux, effectivement, ben là, on est dans le renouvellement de son dossier MDPH et j'ai traité de A à Z avec lui, quoi. Je veux dire, je ne suis plus du tout dans l'échange avec les parents. Je pense que c'est lié à l'âge, mais c'est aussi, il y a cette histoire d'aller-retour aussi et de perte d'autonomie parfois déjà acquise que la maladie va engendrer. Et c'est vrai que c'est pas simple et qu'on essaie de s'adapter, de bien garder à l'esprit qu'on est là avant tout pour accompagner l'AJA, mais bien évidemment, les parents sont en difficulté aussi et on prend en charge la sphère familiale, on ne peut pas faire autrement de toute façon. Mais en tant que professionnel, oui, ça interroge. Merci. Eric, tu voulais… Oui, moi j'avais une petite question un peu réseau avec la casquette régionale. Alors bon, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de gens connectés là maintenant, mais je pense qu'avec le replay, beaucoup de gens vont pouvoir le revoir. Et j'avais une petite question un peu pratique, c'est-à-dire, bon, je suppose que déjà dans les CHU, c'est pas toujours facile d'arriver à faire passer tous les adolescents, de leur faire bénéficier, en tout cas ceux qui en ont besoin d'un support social et du support psychologique. Mais si on a le regard régional, c'est-à-dire comment peuvent faire des professionnels de santé de la région, soit en établissement de santé, soit même en ville, qui éventuellement sont confrontés à un adolescent ou un jeune adulte atteint de cancer et qui rencontrent certaines difficultés. Aujourd'hui, c'est quoi leurs ressources à eux? Qu'est-ce qu'ils peuvent appeler? Enfin, un petit truc un peu concret parce que voilà, les ressources en interne dans les établissements sont assez claires. Comment on fait pour solliciter éventuellement quand on est en difficulté dans ce cas-là? C'est une question collégiale. Hein. Je peux commencer, Anne? Ou non, ouais. Laurent, allez-y. Non, la première réponse, qui est une réponse très très simple, c'est que sur le site quand même du réseau Onco Occitanie, on a les deux équipes qui sont présentes avec des coordonnées et qu'il ne faut surtout pas hésiter à contacter. On a pas mal de référentiels aussi, on a pas mal de documents, de flyers, de choses qui ont été déjà éditées au niveau national, qui sont disponibles sur le site. Et donc, c'est déjà une première réponse. Et ensuite, c'est peut-être contacter les équipes de coordination directe qui vont permettre, d'une part, dans certaines circonstances d'intervenir et dans d'autres circonstances d'orienter vers des spécialistes à côté du domicile de ce jeune. Voilà pour ma première réponse. Je voulais peut-être juste rajouter que pour notre part, sur ce qui est de l'Occitanie-Est, en théorie, nous recensons tous les AJA. Et donc, ces AJA sont systématiquement rencontrés au moins une fois par l'équipe mobile AJA. Et donc, il y a un flyer qui leur est donné et ils ont tous les numéros et ils ont notamment le numéro de l'équipe mobile qui va leur répondre, que ce soit par message, par mail, par SMS, par tout ce qu'on veut. Et il y aura toujours des contacts qui seront présents, même, je dirais, une fois que même au-delà de la dernière consultation systématique, l'équipe a été amenée à entrer en contact avec ces jeunes si le besoin était présent. Donc, je pense qu'il n'y a pas de difficulté pour contacter les bonnes personnes et ensuite à la charge de l'équipe mobile de les orienter vers les professionnels près de leur lieu de prise en charge ou de domicile, sachant que l'équipe mobile a tout de même fait un annuaire de tous les professionnels qui étaient susceptibles de prendre en charge ces AJA. Oui, c'est exactement la même chose en Occitanie-Ouest, pardon, ouais, on est synchro par rapport à ça, et c'est vrai que alors l'exhaustivité, nous on l'a fait beaucoup par la RCP, donc c'est important, ça c'est un message de pouvoir passer en fait tous ces patients en RCP, en co-Occitanie, pour que nous on puisse les attraper entre guillemets et leur proposer ce dispositif qui est un dispositif que l'on se doit de proposer à tous les AJA de la région Occitanie.
m'a semblé, Laurent, à Montpellier, m'a semblé que dans la question d'Éric, il y avait aussi ce qu'il en était de la possibilité pour les professionnels qui allaient les accompagner à l'extérieur. Est-ce que j'ai bien entendu ça, Éric? Oui, oui, tout à fait. Ça fait aussi partie du jeu puisque notre public est composé de professionnels qui peuvent être très, très rarement concernés par très, très peu de patients, en fait. Alors, je pense que sur le plan psychologique, en tout cas, c'est vrai que nous, on a essayé avec l'ICM de développer un réseau apport dont vous avez entendu parler, qui regroupe des psys qui vont préférentiellement s'engager à pouvoir accueillir des patients atteints de cancer et qui donc, faisant partie d'une association commune qui va se greffer sur la Société française de psycho-onco, d'une certaine façon, se forment au fil du temps à un accompagnement spécifique de ces personnes-là. Et après, pour ceux qu'on oriente vers l'extérieur, je crois qu'il est extrêmement important, effectivement, de leur donner nos coordonnées pour que ces gens-là n'hésitent pas à nous rappeler, parce qu'ils peuvent être confrontés à un moment donné à des questions où ils ont besoin de se tourner vers les professionnels pour pouvoir mieux accompagner les patients qu'ils rencontrent. Et là, il y a un vrai travail à faire en termes d'information, c'est sûr. On peut peut-être imaginer que si ce qui a été annoncé par le chef de l'État sur les remboursements des consultations psychologiques dans les mois à venir pour toute la population à partir de 3 ans, nous permettra plus facilement de constituer des réseaux de ce type-là. Voilà. La mission de ces cellules AJA, que ce soit en Occitanie Est ou Ouest, est également d'essayer de faire des sessions de formation pour tous ces professionnels qui prennent en charge des AJA et de les soutenir quand ils sont en difficulté auprès de ces AJA. Tout à fait. On va peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques avant que Éric conclue? Pas de questions, pas de remarques. Éric, on te laisse conclure? Eh bien, ok, je reprends la parole. D'abord pour remercier beaucoup les intervenants qui ont joué le jeu et qui ont tenu plus que bien le temps de parole. Les modérateurs qui ont modéré et qui ont animé, bon, ben là, c'était facile sur la partie modération pour couper la parole aux intervenants parce que là, il n'y avait pas trop besoin de le faire. Mais par contre, voilà, l'animation était importante. Donc, merci à tous. Bon, petite pointe de déception sur la participation en direct, mais on verra avec les replays. J'espère qu'on arrivera à toucher pas mal de monde. Pour les peu de personnes là, qui sont en direct, ne vous déconnectez pas trop vite. Et peut-être répondez au questionnaire de satisfaction en ligne que vient de vous envoyer Margot, qui est dans la discussion. Là, vous pouvez cliquer dessus et y avoir accès. Et ben, en tout cas, maintenant que vous avez les intervenants aussi, n'hésitez pas, et pour tous ceux qui verront ça dans le replay, à solliciter les équipes AJAMIP et AJALR qui sont vraiment là pour ça. Le sujet est important et n'est pas facile. Donc là, on a une double expertise régionale et c'est important de la mobiliser. Donc, je vous dis un grand merci à tous. Et puis, je vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle session des jeudis donc Occitanie qui seront sur cancer et des nutritions. Donc, c'est le 25 novembre, toujours sous le même format de 13 à 14 heures. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.